bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis pour le rugby. Et voilà, ça fait par un paquet d'années, un paquet d'épisodes, maintenant 167 notre numéro d'épisodes. Ça fait plaisir parce que le pack est au complet. Je suis toujours très content d'être là avec un monsieur qui est là depuis le début. C'est un deuxième ligne de 2 mètres qui a joué à Racing, qui va parler bien sûr de ce match Racing La Rochelle de ce week-end. C'est Théodore de Saint-Remy. Ben oui, salut à tous les deux. Très heureux d'être là, comme toujours, quand on se retrouve pour parler Oval, tout simplement. Cool, entre potes. Exactement. Et entre nouveaux copines aussi, c'est Amélie Maillet. Amélie qui est passée chez moi, en fait, aux États-Unis. Tu as passé un bon moment à New York. Parlez-nous plutôt de ce super moment. Ouais, effectivement, j'ai passé mes vacances à New York. C'était un cadeau d'anniversaire. Et j'ai découvert cette ville absolument incroyable. J'ai même regardé un petit t-shirt pour l'occasion des Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, je suis allée voir aussi en match au Barclays Center. C'était fou. C'était complètement fou cette ville, cette semaine. Je suis revenue mais plein les yeux et je me suis pris une grosse claque. Et je précise qu'il a fallu que je précise à Ticket ce que voulait dire l'expression se prendre une grosse claque parce qu'il ne connaissait pas. Ouais, donc, voilà. Il a un dictionnaire. Ticket a un dictionnaire, il note beaucoup d'expressions depuis 167 épisodes. C'est bien parce que Théo, il a regardé des matchs de rugby, toi, tu as regardé des matchs de NBA. Bah, moi, j'étais allé en Allemagne et mon fils, c'était pas moi, mais mon fiston a regardé des matchs de hockey. Donc, c'est très bien. On va parler de beaucoup de choses, mais bien sûr, on va parler de rugby. Aujourd'hui, sur le menu, on a quand même du top 14. On va parler un tout petit peu de Pro D2 Elite 1, tous les matchs internationaux aussi. Notre 15 de France, bien sûr, et ce match à venir contre les Sudaf. Voilà. Et bien sûr, on va finir avec un petit tour du monde avec d'autres sports qui vont nous intéresser. Donc, voilà. Je voulais juste d'abord mettre un mot sur Movember. Bien sûr, c'est November, donc c'est Movember. Et on a déjà fait une rencontre avec Stéphane Beaumont, qui est un mec super sympa. Il a passé plusieurs fois sur l'émission. Il est ambassadeur de Movember France. Juste à se souvenir, en fait, c'est un mouvement où on pousse le moustache pour parler du cancer de testicules et des prostates, mais pas que, mais aussi la santé mentale pour les hommes et l'importance d'activité physique. Donc voilà, allez chercher sur l'internet Movember France et faire un don et pousser le moustache, et vous pouvez suivre notre copain Charlie aussi parce qu'il a fait un super vidéo sur son moustache à lui. Donc voilà, ou sinon vous rasez tout et vous poussez le moustache pendant ce mois de November. Et toi, par contre, tu as gardé la barbe, Thierry. Donc tu es un provocateur, en fait. T'as raison. Normalement, en fait, je le fais. Je pense en amont par rapport à ma moustache, mais cette année, finalement, j'ai un nouveau projet et j'ai un shooting. Donc il fallait garder la barbe pour le shooting qui va être bientôt. En fait, je vais faire un nouveau podcast, petite annonce, nouveau avec une pote depuis longtemps, c'est Fanny Cotin, avec qui je fais un peu plus léger. Et on va sortir un nouveau podcast bientôt qui s'appelle Libre, dans l'esprit de liberté de nos pensées et de trouver des nouveaux thèmes. Donc voilà, un nouveau podcast à venir pour moi, peut-être en 2026. C'est pour ça. Avec Fanny Cotin, c'est toujours génial et je recommande à ceux qui ne connaissent pas ton pod un peu plus léger avec Fanny. C'est rien que l'écouter, c'est une thérapie à elle toute seule. Toi aussi, Thierry, bien sûr, hein, mais vraiment, elle est géniale. Écoute, on va passer maintenant pour les matchs internationaux, mais juste pour les gens qui sont intéressés dans la Premiership, donc c'est la ligue pour le rugby en Angleterre. D'ailleurs, c'est Northampton et Bath qui sont en tête pour l'instant. C'est pas trop étonnant non plus parce qu'ils ont bien joué l'année dernière. Mais je propose qu'on y va directement avec les matchs internationaux de ce week-end. Un des premiers, c'était l'Angleterre contre Australie. Et en gros, j'avais écouté un podcast qui disait ils étaient minables, en fait, des pauvres Australiens. Le seul chose qu'ils ont marqué, c'est un essai de Potter, de famous Harry Potter, là, qui a fait un contre. Et en gros, l'Angleterre bien fort, avec notamment le 6-7-8, le troisième ligne, qui était assez excellent. C'est Ben Earl qui a gagné l'homme de match. Mais en fait, c'est Guy Pepper. C'est un nom qu'on a parlé. Il me semble qu'il joue à Northampton. On a parlé de lui l'année dernière. C'est quand même un client. Et l'autre, c'était Underhill. Donc Sam Underhill, on le connaît aussi. Donc voilà, c'est des noms importants pour l'année prochaine. Je pense Sans oublier cet infernal Pollock. Oui, effectivement, il a marqué. Ouais, et puis toujours aussi arrogant, infernal. Et je pense que ce mec va nous rendre fous. Hein. Franchement, les supporters français du rugby avec ce mec en face, il va y avoir de quoi jeter la télé par la fenêtre. Mais il est quand même assez impressionnant sur sa vélocité et sa rage de vaincre. Hein. C'est un gars qui semble avoir un mental de champion.
Si on parlait rapidement de l'Écosse contre les États-Unis, ouais, non, en fait, 85-0. Donc ça fait extrêmement mal. Quoi dire, Van der Mel, Rien, 12 essais. Là, Ouais, voilà, on va le laisser voilà, là. En fait, il y avait plein de personnes qui avaient plein d'essais. Voilà, on va le laisser là. Sinon, il y a Dobie. On est dans un thème Harry Potter, hein, je pense, mais Dobie, qui est le 9, qui a marqué quand même 3 essais. Les États-Unis, pas grand-chose à dire, malheureusement. non, ben là, les États-Unis, c'était Voldemort, hein, je pense. Ah ouais. L'Irlande, Nouvelle-Zélande, qui était d'ailleurs à Chicago, avec 62 000 personnes qui étaient là pour regarder. Voilà, bon, on va dire un match Nouvelle-Zélande qui a gagné. Il y avait un carton rouge contre Tajbern tout de suite au début, qui a pas mal basculé des choses. Nouvelle-Zélande qui, bon, ils étaient deuxième dans le Champions, the Rugby Championship. Ils sont pas magnifiques en ce moment, je trouve. C'est pas le grand Nouvelle-Zélande d'avant. Et Irlande, je suis tout petit peu étonné en fait qu'ils ont perdu comme ça. C'est pas la grande Nouvelle-Zélande, mais quand tu as un joueur comme Hardy Savea, quand même, tu peux te promener dans pas mal de terrains. C'est franchement encore une performance exceptionnelle de ce joueur. Et il faut regarder les highlights. Il y a quand même de très belles choses, de la qualité technique, etc. Et ouais, ils ont l'air de pas trop y toucher, mais ils gagnent, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. En fait, Rugby Championship, c'est qui a gagné? Si vous vous souvenez, il y avait un moment où tout le monde a gagné 2 matchs et pouvait finir 3-3 pour tout le monde, mais finalement, c'est l'Afrique du Sud qui l'a gagné. Et ils continuent à gagner des matchs. Là, c'était contre Japon. Ça finit 61-7. Qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est qu'en fait, cette équipe, j'ai l'impression, c'est la même depuis 10 ans. Il y a 4 noms que je connais pas. Et c'est pas une équipe que je vois tous les 2 jours non plus. Donc, c'est vraiment, ils ont toujours Colby, Damien Delande. Il a quel âge ce mec? Je sais pas. Ardency, oui, on le connaît. Cobus Reinach aussi, le 9, oui, bien sûr, on le connaît. Voilà, leur troisième ligne de ouf aussi. Codici, Oxnich, Malcolm Marx, c'est assez incroyable. Cette équipe ne vieillit pas, en fait. Ouais, ça montre toute la pérennité qu'on a dans ce staff sud-africain. Ils sont pas champions du monde pour rien. Quand les mecs assurent, voilà, nous aussi on a nos joueurs qu'on a depuis de nombreuses années. Ça va faire des retrouvailles qu'on attend tous avec impatience, n'est-ce pas Théo? On peut être qu'inquiet parce que c'est une équipe qui semble, comme tu le dis Thierry, un peu insubmersible, avec cette force physique, cette profondeur de banc, cette capacité à sortir des joueurs qui se ressemblent mais qui ne ressemblent à nul autre et qui sautent comme des diables de leur boîte, là, comme les 2 ailiers effectivement, qui nous avaient fait très très mal au quart de finale en 2023. Moi, je me suis un petit peu repenché sur le quart de finale 2023 parce que je pense qu'on est très nombreux des supporters du rugby français à toujours pas avoir avalé ce match et à rester dans un deuil qui ne se fait pas. Un match un peu comme une plaie, toute proportion gardée, mais vraiment, on est tous restés estomaqués à cette fin de match à 29-28 où on a eu l'impression qu'on était passé si près et si loin, on peut le dire aussi. Mais en revenant dessus, on se rend compte qu'il y a quand même 2 ou 3 moments qui sont de nature à nous faire enrager. C'est-à-dire que cette action d'Etzebeth à la 8e, où il y a au bas mot un en avant qu'on doit checker, et peut-être même un en avant volontaire, et où on se retrouve avec l'essai juste derrière qu'on prend en compte à 7-7, alors qu'on était en passe de mener 14-0 et jouer en supériorité numérique à la 8e minute, c'est quand même un truc qui nous a complètement tué le match. Et on vient mourir à 1 point avec un grattage à la 68e de Koga Smith qui est plus que litigieux parce qu'il avait clairement les 4 appuis au sol. Ces machins-là, quand tu viens perdre d'1 point à la fin, en quart de finale de la Coupe du Monde chez toi, tu peux pas les digérer en fait. Tu ne peux jamais les digérer. Donc pour moi, il y a maintenant un contentieux avec cette équipe qui avait été très forte physiquement et très forte stratégiquement. Ils avaient analysé parfaitement nos faiblesses. Ils avaient envoyé des messages, y compris à l'arbitre, en fin de mi-temps. Je me rappelle de Damien Willemse qui fait on appelle ça un marque dans les 22 et qui demande mêlée alors qu'ils sont dans leur 22 pour montrer à quel point ils n'ont pas peur de nous et qui envoient un message absolument incroyable de leur supériorité physique. Et en plus, ce jour-là, ils ont eu la chance avec eux. Donc, pour moi, c'est vraiment devenu nos ennemis absolus dans le rugby des années qui viennent à cause de ce match. Et j'étais un tout petit peu long, mais du coup, je comprends à quel point les Français qui vont être là en bleu dans ce match qui va être difficile parce qu'on n'est pas favori, vont avoir une mission
immense pour recoller les morceaux dans le cœur des supporters français. J'ai l'impression que c'est le friendly, ça reste un friendly, hein. En fait, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas d'enjeu, mais je trouve que c'est le friendly le plus important de l'équipe de France de jamais, en fait. Quasiment, parce que si on les bat, on va laver une humiliation infâme. Et si on les perd, on va rembobiner une haine éternelle. Donc, il n'y a pas de truc simple à la sortie de ce match. Et n'oublions pas aussi que depuis 1995, avec ce match à Durban qui n'aurait jamais dû avoir lieu, qu'on a joué dans un torrent de flotte avec Abdel Benazi qui arrive, qui aplatit à aller 3 cm de la ligne ou sur la ligne ou sur une jambe, on ne saura jamais, qui fait qu'on ne va pas en finale de la Coupe du Monde en 95, etc. On a des contentieux avec eux qui se répètent. Donc à un moment, il va falloir qu'on tape du poing sur la table, qu'on se rattrape, qu'on se console une bonne fois pour toutes, et il nous faut une série de victoires contre ces mecs, et ça doit commencer samedi, voilà. Très bien. Alors moi, j'ai pas des rêves aussi vieilles que Théo, hein. Alors je ne critique pas du tout ton âge, hein, mon Théo, loin de là. Hein, tu es beaucoup plus jeune, Amélie. Oui, voilà, allez, on va dire ça. Voilà. C'est surtout que j'ai découvert le rugby beaucoup plus tard que toi, donc c'est rentré dans ma vie il y a pas si longtemps que ça, en soi. Non, j'ai hâte de voir le match. Hein. Ça restera, voilà, c'est pour notre équipe de France, c'est un revers terrible d'avoir perdu ce match il y a 2 ans. Pour les supporters que nous sommes tous complètement admiratifs, et on a tous été abasourdis par ce départ précipité de notre Coupe du Monde. Ouais, on a envie de cette revanche, donc faut y croire. Et puis on ne sait jamais, hein, peut-être que notre Toto international sera de retour, on peut l'espérer. Allez, on n'a pas encore le compo pour l'instant, mais on peut imaginer qu'est-ce que ça va être. Je pense qu'on va peut-être voir des nouveaux têtes sur la première ligne. Normalement, on entend beaucoup parler de Montagne en ce moment, et comme vous savez, j'aime bien ce nom pour un pilier. Je trouve ça assez sympa. Marchand est de retour dans les 23 protégés, donc ça c'est chouette. Donc je suis content de le voir là-dedans. Donc on peut imaginer en talonneur. Et j'entends des échos sur Erdoxio, si je prononce bien. J'ai des doutes. Lui, il est potentiellement là en tant que pilier. Pour toi, les deuxièmes lignes, c'est qui, Théo ? Ça devrait, selon toute vraisemblance, être très toulousain quand même, hein, avec probablement Flamand et Méafou, je pense. Flamand qui est indispensable. Oui, en tout cas, il est incontestable depuis un certain temps dans cette équipe. Maintenant, il y a aussi Romain Taofi-Fénois qui a un profil un peu comparable à celui d'Emmanuel Méafou, donc on peut avoir une surprise là-dessus. Et oui, j'ai vu le grand monsieur de USAP qui a joué ce week-end avec son queue de cheveux. Ça m'a fait plaisir de le revoir, qu'il était sur l'équipe de France. Il s'appelle Pozzolo Tuilagi, mais il est surtout voilà. Costaud, hein, que grand, on va dire. Costaud, voilà. Big au sens américain. Troisième ligne, tu vois qui, Amalie ? Moi, je vois Anthony Velon. Je suis Anthony Velon. Vu les prestations qu'il nous sort en match, mettez-le lui tout seul. Je pense que le taf sera fait. Voilà, on va être chauvine, toulousaine. Je pense que ça, c'est une valeur sûre. On va laisser Théo, le spécialiste, compléter mon Toulousain fétiche. Non, je pense que la sortie de Greg Aldrit du groupe, qui a fait un petit peu parler quand même, semble dire que ce sera Michael Guillard qui va jouer au numéro 8, qui fait des très belles performances, c'est vrai, qui a une qualité athlétique qui est peut-être un petit peu au-dessus de celle de Greg Aldrit ces derniers mois. Bon, il n'a pas son expérience quand même, donc c'est un choix peut-être risqué. Un peu trop audacieux, ouais. Ouais, voilà. Et puis je pense que de l'autre côté, on aura probablement Paul Boudéan qui n'était pas à La Rochelle ce week-end parce qu'il est resté dans le 15 de France. Il a le physique pour rivaliser avec les Sudaf, et on sait qu'un match contre les Sudaf, c'est toujours avant tout une guerre psychologique et physique. Ouais. Ce qui me fait un peu craindre des choses pour la première ligne, qui est quand même très jeune et inexpérimentée. Ça va être un sacré baptême du feu pour eux. S'ils font un gros match ce jour-là en première ligne, ils partent pour un sacré bail, parce que là, en face, c'est pas des plaisantins. Il y a peut-être Ox qui blessait d'ailleurs leur pilier de Sudap. Bauduron, je pense que des épaules en fait quand je le vois. Je sais pas, il a des épaules énormes ce monsieur-là. En 9-10, normalement Ntamak en 10, 9, on peut dire le Garec. Il me semble qu'il a plutôt bien joué pendant le dernier tournoi. Le Garec, c'est vraiment le joueur d'avenir à ce poste, après Antoine Dupont, si on peut dire après, parce que bon, mais dans l'ombre d'Antoine Dupont. Mais on sait que Maxime Lucu a fait notamment la saison dernière sous le maillot bleu un match extraordinaire après la blessure d'Antoine Dupont à Dublin, et que c'est aussi un gars qui a prouvé que dans les grands rendez-vous et sous la mitraille, il savait être extrêmement présent. Donc pour moi, c'est quand même pas complètement décidé encore entre les deux.
Et je verrais bien, moi, Maxime Lucu commencer et Le Garec rentrer à un quart d'heure de la fin, quand les gros seront un petit peu moins fringants côté Sudaf. Mais bon, on verra bien. Amélie, j'ai trouvé qu'Ntamak dans le match là contre Toulouse, désolé, mais il était superbe dans ce match. Oui, oui. Après, voilà, il y a l'expérience pour lui. On sait que même dans l'adversité, il est capable d'avoir des fulgurances assez incroyables. Il fait partie de ceux qui ont envie de cette revanche. Lui, pour la frustration de ne pas avoir joué à cette Coupe du Monde. Donc oui, je pense qu'il peut tout à fait répondre présent. Et puis, ben voilà, c'est le 10 quasi incontestable de l'équipe de France. Là, il faut jouer l'expérience. Oh, c'est un mot que j'arrive pas à prononcer. Inconstablement, on peut dire qu'il y a Biel-Barré en 11 et Penaud en 10, en 14, pardon. Il y a pas d'autre chose à dire. C'est quand même les meilleurs du monde. Là-dedans, ça va être un vrai guerre des ailiers aussi, on peut dire, parce que en face, c'est pas ridicule non plus. On peut dire 12 Ficou et potentiellement qui l'autre centre entre Barassi et Gaëtan qui fait un sacré début de saison aussi. Ouais, celui aussi qui est un petit peu l'outsider, c'est notre jeune Toulousain Calvin Gourge, hein, qui fait lui aussi un début de saison absolument tonitruant. C'était un inconnu il y a 6 mois, et franchement, il a sorti des prestations grand format avec le Stade Toulousain. Donc, c'est peut-être un peu chaud pour le mettre titulaire, mais je le vois bien sur la feuille de match. Mais effectivement, la paire de centre, à mon avis. Ficou, Barassi, ça semble être ce qui tient la route quand même. Tony Touan. J'ajoute. Sinon, Ramos en 15, je pense que c'est le bon choix aussi, non? Oui, on va pas perdre de doigts à parier sur Ramos en 15 ce week-end. Oui. Oui, il n'y a pas photo. Là, il a été tellement indéboulonnable. Ça, tu l'as déjà dans ton Oui, ça, dictionnaire on en a à déjà à parlé. ce Ouais. poste-là Là, depuis tu essaies de quelques sortir tous les années. grands mots en français, c'est Non, ça? non, non, non. Non, il y a pas photo sur le fait que ce soit Thomas Ramos qui, je pense, a aussi un capital confiance pour ses partenaires qui est extraordinaire. Quand Thomas Ramos est là, c'est un métronome. Voilà, donc on se sent toujours plus en sécurité, je pense, quand on rentre sur le pré avec un mec comme ça dans son équipe. Bah écoute, en tout cas, ça va être un super match. On va revenir la semaine prochaine pour en parler de la victoire, on espère, de la France. Mais juste rapidement, peut-être on va parler de tous les autres matchs aussi. À votre avis, qui va gagner? Allez, on y va tout de suite. Irlande contre Japon. Amalie? Non, Irlande. C'est pas plus Et... difficile comme question? voilà, ok. Écosse contre Nouvelle-Zélande, mais à Edinburgh, à Murrayfield. Ça Alors là, ça va changera être rien. magnifique. Je pense que les Blacks, voilà, ils doivent gagner en théorie, mais attention, à Murrayfield, en tout cas, c'est un match à regarder. Voilà, si vous aimez le rugby, ratez pas ça. Ouais, en plus, en ce moment, ils portent un maillot un peu bizarre, les Écossais, tu vois, des trucs un peu rose flou. Oh, c'est un peu bizarre ce truc-là. Et apparemment, ils marquent 86 points quand ils la portent. Donc voilà, on verra si ça les aide. Angleterre, Fidji, bon, on peut dire Angleterre. Ouais. On peut. Italie, Australie, ça va être sympa quand même. Ouais, je mise quand même sur l'Italie. Hein. On a quand Ah même oui, de carrément. très bons joueurs. Bon, ouais, oui, on va rester européen. Non, non, je pense que ouais, on peut essayer de déjouer. Allez, une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure, l'Italie peut les faire douter. On verra par la suite. Après, c'est nous, France, Afrique du Sud, à Paris, le soir, pour finir un petit Pays de Galles contre Argentine. C'est dimanche. Bah là, on ne peut qu'espérer que les Gallois l'emportent, hein, parce qu'ils sont dans une telle situation qu'il leur faut, voilà, il leur faut un nouveau succès pour repartir. Est-ce que Riz Hamid sera là? Peut-être, Tu puisqu'il est sais, c'est une censé bonne question. revenir. Hmm. Ouais, on va regarder ça avec intérêt. Rapidement, on a eu un super week-end de top 14, bien sûr. Ça a démarré avec un Toulon contre Lyon. Toulon 54-21. Lyon qui a un peu perdu les moyens en ce moment, je trouve. A suivi par un moins, on va dire, un spectaculaire score de Montpellier 7 et Clermont 9. Pau qui a battu de justesse Perpignan 27-23. Bayonne qui a un petit raclé contre Montauban, quand même 49-7. Et je trouve une petite surprise, Bordeaux qui a réussi à gagner à Castres 28-26. Tiens, est-ce que tu peux nous parler de Toulouse, Stade Français? C'est vraiment un peu dans ton zone à toi, je pense, Amélie. Ah ouais, alors là, c'est le fameux derby des stades. Autant te dire que j'étais toute seule à la maison à supporter Paris.
Et il a fallu en plus que je supporte les commentaires exacerbés de mon fils de 12 ans qui a clashé Paris pendant 80 minutes. Ouais, c'est un match où je Ils me sont suis dit... odieux. Non mais vraiment, j'étais vraiment entre lui et mon conjoint. Mon conjoint faisait pas trop de commentaires, mais en tout cas, j'étais seule acquis à la cause parisienne. Ouais, un match forcément décevant, hein. Il y avait 10-3 à la mi-temps pour Paris, avec cet essai complètement cascade, hein, on va pas se mentir, hein, cette erreur, coup de pied complètement raté en touche du Toulousain, qui a fait les belles affaires de Paris. Et puis, je pense qu'ils ont dû se faire remonter les bretelles très sérieusement à la mi-temps. Ou alors peut-être que c'est la signature de Antoine Dupont en direct sur Canal+ qui a boosté les copains. En tout cas, un 29-17 en score final. Et malheureusement, Paris a légèrement chuté au classement alors qu'on était deuxième avant ce match. Antoine Dupont qui devient le rugbyman le mieux payé avec ce nouveau contrat qui va aller jusqu'à 2031. Donc Théo, toi tu étais aussi dans le stade, mais stade pour La Rochelle. Oui, alors pour moi, c'était un revival parce que dans mes belles années, à l'époque de la Pro D2 flamboyante du Racing pré-Lorenzetien, on jouait contre La Rochelle, qui était en Pro D2 aussi. Mais alors, je dois dire que j'y avais pas mis les pieds depuis cette époque-là. Et le stade m'a vraiment impressionné, la transformation. Et on voit aussi la transformation du rugby de haut niveau passe aussi par la transformation des stades, par l'expérience spectateur, tout simplement. Là, il y a 18 000 personnes, pas une place de libre, une ambiance de feu. On se croirait au Stade de France sur un match international, sur l'entrée des joueurs, etc. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire et très très sympa. Du point de vue rugbystique, je suis resté un petit peu sur ma faim. J'ai trouvé que c'était un match malheureusement un peu ennuyeux en première mi-temps, avec un Racing qui a bien rivalisé physiquement, mais qui a fait beaucoup de fautes, des petites scories, des pénalités qu'ils auraient pas dû prendre. Du coup, ils sont menés de 10 points à la mi-temps, mais à la mi-temps, on se dit, s'ils marquent d'entrée en deuxième mi-temps et que La Rochelle se met à douter, ça peut le faire. Et puis au contraire, ils ont laissé passer leur chance. Ils ont à nouveau eu pas mal de pénalités contre eux. Et puis La Rochelle a mis la main sur le match clairement. Devant, ils ont fait une grosse deuxième mi-temps, notamment en mêlée. Sur les ballons hauts, Dylan Linz a été juste énorme. Il marque un essai après une percée de Jack Nowell millimétrée et assez exceptionnelle sur une bonne combinaison. Donc voilà, une victoire tout à fait méritée de La Rochelle. Voilà, dommage pour le Racing qui enchaîne 2 matchs d'affilée sans essai, ce qui est quand même jamais très bon. Et j'ai trouvé une charnière qui promet, hein, avec Léo Carbonneau et Hugo Sun, un petit peu emprunté quand même. Et là, peut-être un petit écart entre la Pro D2 où ils étaient tous les deux très bons l'année dernière et le top 14. On voit qu'il y a quand même de l'apprentissage. Même s'ils ont tous les deux des qualités individuelles assez exceptionnelles, et je pense que ça va être 2 sacrés bons hommes du rugby français dans les années qui viennent, tous les deux. Toi, tu étais là dans le stade, donc peut-être arrêter Aldrit, en fait, ce qu'il avait dit après le match. En fait, c'était très sympa. Il a dit, après d'être renvoyé par l'équipe de France, en fait, il avait besoin d'amour, il avait dit. Je trouvais ça super chouette. Assez touchant. Je l'ai vu parce vraiment. que c'était diffusé dans la salle où j'étais. Et puis, il a dit aussi des choses fortes. Il a dit, moi, j'adore mon pays, j'ai envie d'aider mes copains à battre les Sudaf. Je pense que pour lui, c'est très cruel, là, de pas être dans le groupe. Bon, si j'ai bien compris, il en est sorti plutôt sur blessure, qui était une petite blessure, puis finalement il était apte à jouer, il a joué, il fait quand même un gros match, il marque le premier essai, il a fait un match de taulier quand même, et je pense que le quart de finale perdu, on va en parler après, contre les Sud-Africains, qui est la dernière confrontation France-Afrique du Sud, c'est vraiment au travers de la gorge de cette génération de joueurs, et pour cause, on va en reparler tout à l'heure, et donc il a envie d'en être. Je crains qu'il n'en soit pas, d'après ce que j'ai compris de la compo, mais Fabien Galtier va donner sa compo que jeudi, donc on ne sait pas. Je sais pas pour toi, Amélie, mais j'aime bien quand les grands hommes parlent de leurs émotions. Oui, c'est touchant, hein. On connaît votre pudeur légendaire. Je vois bien, qu'il est en train d'essuyer une petite larme du coin de son œil et que ça lui manque de pas remettre les crampons peut-être. Tu peux toujours faire du loisir si t'as envie de toucher un peu plus de balles, hein. Joker, Amélie.
Allez, rapidement, Toulouse a repris la tête, voilà, avec 6 victoires et 3 défaites. Pau, qui, franchement, qui cartonne en ce moment, je trouve. Moi, je trouve qu'ils ont une attaque d'enfer, et avec beaucoup, beaucoup d'essais. Voilà, suivi par Bordeaux, Bayonne, Stade Français, qui est là en 5e. La Rochelle, avec cette victoire, qui arrive aussi au 6e. Toulon, avec un bon démarrage. Clermont aussi, 9e. Racing, 5 victoires quand même aussi. Voilà, et après Castres, Montpellier qui revient, je trouve, et Lyon, un peu surpris. Lyon a été premier jusqu'à 3e semaine, en fait, il me semble. Et voilà, ça fait plusieurs semaines à la suite avec des défaites. Bien sûr, c'est Montauban et Perpignan qui peinent. Perpignan qui a eu leur premier point ce week-end. Oui, on voit quand même très nettement ce décrochage assez incroyable de Montauban et Perpignan. Bon, Perpignan, 1 point en 9 matchs, c'est quand même vraiment atroce. Je pense que Montauban et Perpignan maintenant c'est acté, sont voués aux 2 dernières places, probablement la descente directe et le match de barrage effectivement pour ces 2 équipes-là. Maintenant, le reste est quand même un championnat incroyablement serré. Il y a certes 10 points d'écart entre Lyon qui est 12e et Toulouse qui est premier, enfin 11 points, mais on voit qu'on a beaucoup de matchs qui sont extrêmement disputés et on voit qu'il y a vraiment 12 équipes sur 14 qui, je vais pas dire se valent parce que c'est pas vrai, mais qui peuvent faire des coups les uns chez les autres, les unes chez les autres de manière un peu inattendue, et c'est quand même la marque de fabrique de Stop 14 depuis 3-4 saisons, d'avoir énormément de matchs de très haut niveau et d'avoir des dénouements assez incroyables, des retournements de situation. Donc bien malin qui pourrait dire qui seront dans les 6 dans 5 ou 6 mois, parce que franchement, on assiste à beaucoup de grands matchs avec des équipes qui ont toutes des qualités exceptionnelles. Je mets Lyon un peu à côté parce que eux, je vois effectivement une espèce de faillite mentale dans cette équipe qui se répète saison après saison, où ils ont des bonnes fulgurances, et puis on les voit à un moment disparaître de la circulation et enchaîner des contre-performances pendant plusieurs matchs, et on a l'impression qu'il n'y a pas de révolte dans cette équipe. C'est une équipe que je n'arrive pas à comprendre depuis des années. Ils sont en top 14, et depuis des années, ils traînassent dans le ventre mou et il se passe jamais rien. J'arrive pas à suivre. Tu devais être un poète, il traînasse dans le ventre mou. Sinon, on a un Pro D2. Amélie, est-ce que tu peux nous faire un petit mot sur le Pro D2? Pour l'instant, on retrouve pour le coup, le classement reste assez peu évolutif. On a nos chers Bretons qui mènent la barque plutôt haut la main, Van, pour cette nouvelle saison en Pro D2, suivi de Colomiers. Agen, on a les équipes plutôt sud-ouest, et puis ferme la marche Valence, Romance, Provence Rugby et Nevers. Donc on a une petite disparité quand même dans son championnat. Et puis le bas de classement, Mont-de-Marsan, Carcassonne et Dax, qui terminent ce classement de Pro D2. On a quelques difficultés dans ce point-là, et la bataille va être rude. Mais en tout cas, moi je suis toujours de près mes chers Bretons. J'espère que ça va continuer comme ça. Triste pour effectivement Mont-de-Marsan et Dax, qui sont quand même 2 terres. Le rugby landais qui a donné tant de joueurs internationaux à l'équipe de France, qui a donné tant franchement au rugby français. Voir ces 2 équipes-là qui bataillent en fin de Pro D2, c'est dur. Vraiment 2 équipes de légende avec des noms qu'on n'a pas du tout envie de voir à ces places-là. Moi, j'aurai la chance d'être normalement à Brive-Colomiers le 27 novembre. Et je pense que ça va être chaud parce que Brive, qui avait fait un bon début de saison, souffre là ces derniers temps, et va se retrouver avec la réception du 2e au classement, enfin actuellement le 2e. Je pense que ce sera un gros match, donc je vous ferai là aussi un petit retour de stade. Écoute, c'est étonnant de voir des grands noms de rugby comme Brive, Grenoble, Biarritz, Oyonnax qui était dans notre top 14, Béziers aussi, mais au milieu de pack de Pro D2, quoi. C'est ça qui est assez étonnant dans cette milieu, histoire. ça va encore. Ils peuvent toujours accrocher les places. Moi, ce qui me fait plus de peine, c'est voir les équipes décrocher en bas qui sont des grands noms qui risquent de se retrouver en national. Et après, on voit que remonter de national, c'est l'enfer. Allez, on va parler rapidement de Elite 1. Et là, je suppose que c'est moi qui prends la main. Exactement. Mais pourquoi ? Et oui, on est. Je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'on m'a fait venir, non ? Ouais, il y avait la 3e journée d'Elite 1 ce week-end. Le rugby féminin a repris tard. Bon, habituellement, déjà, on prend un peu plus tard que les hommes. Et puis, Coupe du Monde oblige. Forcément, les filles ont repris début octobre.
avec une première journée sans majoritairement les internationales. Certaines ont quand même eu envie de remettre les crampons vite, comme Morgane Bourgeois avec Bordeaux. Mais ça avait démarré avec un choc terrible entre Bordeaux et le Stade Toulousain, qui avait vu le Stade Toulousain leur remporter sur Bordeaux. Et Bordeaux qui fait un début de saison très compliqué. Le triple championne de France en titre n'a gagné son premier match que ce week-end. Ce qui fait que dans les 4 qu'on est habitué à voir ces dernières saisons pour les demi-finalistes, eh ben Bordeaux n'y est pas. On retrouve Romagna qui a mis une rouste à Blagnac ce week-end avec un 36-3, suivi un du nouveau Stade mot pour Toulousain. Thierry, hein, une rouste. Une rouste. Thierry, Celle-là, je connaissais. Celle-là, c'est Ah, bon. tu connais. C'est bon. Ouais, une belle fessée, voilà, à la décharge pour avoir vu l'équipe de la composition de l'équipe réserve de Blagnac qui jouait le derby contre le Stade Toulousain. Voilà, il y avait quelques filles qui étaient descendues pour renforcer l'effectif. Donc Blagnac n'y est pas allé avec la grosse armada. Le Stade Toulousain qui est deuxième avec 3 victoires en 3 matchs. Montpellier aussi, qui a fait un très bon début de saison. Montpellier qui a fait les belles heures du rugby féminin et qu'on voyait un peu moins ces dernières saisons. Donc elles ont également 3 victoires en 3 matchs. Et puis voilà, Blagnac a eu sa première défaite ce week-end et qui termine ce premier quatuor puisque en élite une, seuls les 4 premiers joueront les finalistes, les demi-finales. Et bas de tableau, très 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 compliqué pour Lille, le Stade Villeneuvois, qui a été pendant de longues années en haut et souvent championne de France. Vraiment dur et j'ai peur qu'on ait déjà le nom, en tout cas d'un potentiel prétendant à la descente. Et petite mention à Toulon, le promu championne de France d'élite 2 qui connaît sa toute première saison en élite 1. Alors voilà, qui a gagné son premier match ce week-end et qui pointe à sa 5e place. Donc c'est assez disparate en fait, mis à part les 4 premiers. On est sur peu de victoires encore. Il n'y a que 3 matchs. À voir comment ça évolue, mais en tout cas, on va dire que la hiérarchie quasi habituelle est respectée. Allez, c'est tout pour le rugby. On va parler rapidement d'autres sports qu'on aime bien faire. Et moi, écoute, je vais juste démarrer avec Wemby, avec le NBA. Les Spurs, en ce moment, c'est 5-0. Pour l'instant, Wemby, il est top 10 dans les points marqués par match. Mais en fait, aussi, il est en rebounds, il est number 1. Mais en plus, en bloc, donc c'est les contres. En fait, il a 2 fois plus de contres que d'autres joueurs. C'est un truc de fou. Tout le monde est en train de dire, mais c'est le joueur d'avenir. La question, c'est est-ce qu'il peut rester sur le terrain? Mais une chose aussi, c'est que c'est un bon moment pour être fan. C'est bien pour les Français parce que vous étiez plutôt fan pour des Spurs déjà avec Tony Parker. Et maintenant, en fait, ils avaient le Rookie of the Year de 2023 avec Wemby. Ils avaient le Rookie of the Year l'année dernière avec Stephen Castle. Et en fait, ils ont un nouveau joueur qui s'appelle Dylan Harper qui est plutôt pas mauvais cette année aussi. Donc voilà, on va dire. En fait, on disait que oui, ça va être en 5 ans le temps que Wemby va avoir son premier ring, son première victoire et championnat. Ça peut arriver cette année en fait. Ouais, ils font un début de saison incroyable. Là, si vous vous connectez au réseau, c'est difficile de pas voir apparaître une vidéo de NBA, des Spurs, de Wemby. Là, en ce moment, je vois les trucs, les paniers marqués, vus du terrain, vus des tribunes hautes. Enfin, ils nous le mettent sous tous les angles. Et en même temps, mais quel régal de le voir avec autant de dextérité. Le ballon, il est fluide. On a l'impression qu'il marche sur le terrain. Et ces dunks sont monstrueux, mais vraiment monstrueux. Donc, si vous aimez les belles actions de rugby, là, vous êtes servi sur les réseaux. Vous pouvez scroller toute la soirée. Vous allez vous régaler sur ces vidéos. T'as dit de rugby, mais en fait, c'est de basket, mais je crois qu'on avait pardon, compris. mais tu vois, ouais, des formations, je t'avais compris. Et c'est marrant parce que je me demande, est-ce qu'il s'inspirait de Dupont qui a fait tu te souviens, un été, il est parti, il allait faire plein de choses, etc. Et il a passé un été assez bizarre aussi, pas bizarre, mais différent. Il a été entraîné avec des Sheldon Monks. C'est ça. Ouais, et en fait, c'est génial parce qu'aux États-Unis, on n'a pas cette réflexe, pas ce réflexe d'aller chercher ailleurs, de faire d'autres choses, pas que notre sport. On est 100% dans notre sport tout le temps. Et en fait, on voit que ça fait vachement de bien pour ce jeune homme. Et j'ai noté aussi que si on dit que Wemby, c'est le meilleur joueur de basket, je pense que le foot, je connais pas très bien le foot, mais je pense que le Ballon d'Or, quand même, c'était un autre Français, il me semble. Le meilleur joueur de rugby, c'est quand même Dupont, même s'il joue pas beaucoup en ce moment, hein. Mais en fait, ça fait 3 joueurs français qui sont meilleurs de leur sport dans les sports co. Et ça, c'est quand même incroyable.
Ça fait plaisir, Thierry, t'es tellement positif, mais c'est fabuleux, mais envoyez-le au gouvernement, trouvez-nous quelque chose, mais c'est Attends, génial. est-ce qu'il a la nationalité là? Il est prêt en fait à avoir la Ouais, nationalité j'ai une française Non, nationalité. mais là. Je moi, sens bien je que. voudrais aussi rappeler sur Wemby, d'abord que c'est un garçon qui a la tête bien faite, en plus d'être un incroyable sportif et un performeur incroyable. Vous vous rappelez qu'il avait parlé de la lumière noire, un truc physique, devant des journalistes totalement éberlués, et en même temps, il joue aux échecs, etc. C'est vraiment un mec qui cumule les mandats en termes de talent et d'intelligence. Et puis, il faut aussi se souvenir qu'il a eu une sale blessure très rare pour des joueurs de haut niveau, une thrombose veineuse. Alors, je suis pas médecin loin s'en faut, mais qui est quand même un truc dont certains spécialistes disaient on n'est pas trop sûr qu'ils s'en remettent tellement c'est rare et tellement c'est compliqué. Puis lui, c'est quand même un gars qui fait 2,20 m, donc je pense que c'est un métabolisme peut-être un petit peu particulier quand tu es aussi grand. Et en fait, qu'il revienne à ce niveau aussi vite est tout à fait saisissant. Et je te rejoins, on ne peut pas arrêter de regarder ce mec Ouais, jouer ouais, tellement vraiment. il est incroyable. Voilà. Et puis, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler parce que il est très jeune en plus de ça. Donc, ça peut durer une petite décennie, cette affaire, et ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. Alors, c'était comment ta match de NBA quand tu étais là? Est-ce que c'était une bonne expérience? C'était mitigé. Alors oui, forcément, un match de NBA, c'est fou. Mais en fait, les Nets de Brooklyn ont été pris à froid. Ils ont couru après le score tout le match. Alors du coup, il y avait une ambiance assez morose. Donc un peu décevant de ce côté-là. Et il y a eu, allez, 2-3 minutes de fulgurance où ils sont revenus très très proche du score. Et là, en fait, j'ai vraiment vu l'ambiance où la salle est devenue complètement électrique et folle. Et nous on s'est pris au jeu. Et puis après, voilà, Cleveland, les Cavaliers de Cleveland ont recreusé un petit écart. Mais voilà, c'était juste dommage de ne pas avoir vécu cette ambiance folle de victoire. Mais ça reste une très très belle expérience et ça donne envie de retourner par chez toi là-bas. Hein. C'est pas trop mal ton petit pays. C'est pas mal. Très très parfait. Le petit sujet, si je ne m'abuse, Amélie, et je ne sais pas dans quelles conditions tu avais acquis les places, mais c'est quand même le prix des places en NBA. C'est quand Ouais, même un peu une complet. fortune, Alors, non? on va pas se mentir, on a pris les moins chers et les moins Ouais, chers étaient à 75 euros. On était presque tout là-haut, ouais. quasiment au dernier rang. Et par curiosité, ouais, on a regardé les places. Ça montait à 1 500 $ pour être sur les chaises au bord du terrain. Et ce qui était fou, c'est que on est passé par un revendeur français. Et en fait, on s'est retrouvé mais parqué avec tous les Français qui visitaient New York cette semaine-là. On était entre Français. Donc du côté des paysans, on repassera. Mais ouais aussi. Ça, c'est à noter, hein, le prix des places. Et il y avait des gens au premier rang. Et clairement, on voit que c'est un autre business. Hein. Là-dessus, match de NBA, faut avoir le budget pour y aller toutes les semaines et plusieurs fois par semaine parfois. Mhm. Comme Spike Lee. Mm, ouais, Je pense exactement. il a le budget. Écoute, moi, je suis allé. J'adore Spike Lee au bord du terrain, c'est fantastique. C'est fan des Knicks. Moi, je suis allé à un autre match de Bourg-en-Bresse. J'ai adoré. C'était 14 balles ou un truc comme ça. Et en fait, nous, on a aussi, on a regardé les prix pour les, tu vois, les chaises qui sont sur le terrain. Et en fait, c'était 60 euros. Donc, c'est complètement abordable. Et en fait, franchement, j'adore le sport live comme ça. Ça te fait toujours du bien d'être dans un stade entouré par du monde. C'est comme ça me fait toujours du bien d'être entouré par mes potes ici à Pacte Potes. Est-ce que vous avez d'autres choses pour cet épisode? Ouais, un petit focus sur d'autres sports. Petite mention rugby au tournoi de Seven féminin qui a eu à La Réunion, entre La Réunion, Mayotte, Maurice et une équipe métropolitaine, les Basques Euskadi, qui l'ont remporté en finale. Et petite mention parce que pour ceux qui avaient la chance d'être à La Réunion, ont pu revoir Marjorie Mayence, célèbre internationale, ex-internationale française, prénommée le sécateur dans le milieu, qui a rechaussé les crampons pour la première fois depuis sa retraite. Et son nouveau rôle de maman et que vous voyez comme journaliste au bord du terrain, enfin commentatrice sur Canal depuis 2 saisons. Donc ça c'est la petite mention rugby. Non, un petit record en français aussi. Hein, les Français ont fait bien illustrer la France ce week-end avec Dorian Louvet, qui est un ex-candidat de koh qui a fait le pari fou cette année de courir les 7 marathons majeurs. Alors avant, ils étaient 6, mais Sydney a été intégré cette année. Il a couru Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin, Chicago et New York ce week-end avec une moyenne
inférieur à 2h30. Et donc, il détient ce nouveau record mondial. Et donc, voilà, mention à tous ces athlètes qui aiment courir. Et je terminerai une énorme admiration à mon chéri qui a fait une backyard ce week-end pendant 12 heures. Toutes les heures, il a couru 6,2 km qu'il a fait pendant chaque heure durant 12 heures. Il a terminé la journée avec 74,4 km dans les pattes. Mais quelle idée sordide. Je l'ai vu prendre le départ les uns après les autres jusqu'au dernier. Et incroyable. Et pour le vainqueur, le mec a sorché le dernier tour en 21 minutes après en avoir couru 68 juste avant. Donc voilà, j'ai assisté à une backyard ce week-end, c'était complètement fou. On ne les concurrencera jamais, nous, Thierry et moi. Tu peux leur dire, ils sont tranquilles. Ouais. Si vous êtes fan de ce type de choses, de ce type de sport, vous pouvez toujours écouter le podcast Course à pic. C'est un super Guillaume que j'ai eu sur le pod pour un de mes specials Noël à l'époque. Donc voilà, Course à pic. Si vous êtes fan de course à pied, c'est vraiment un super podcast aussi. Voilà, donc un grand plaisir. Théo, est-ce que tu voulais mettre un dernier mot? Oui, moi j'ai une petite dédicace un peu triste, mais bon, c'est comme ça. C'est aussi la place de ce pod parce que en 2023, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui nous écoutent, moi j'avais participé à la Rugby Heritage Cup, qui était un tournoi mondial de rugby scolaire qui avait été organisé juste avant la Coupe du Monde, où il y avait 600 gamins qui étaient venus du monde entier faire un tournoi de rugby, mais aussi culinaire, un tournoi de leur tradition, etc. Enfin, une expérience absolument unique avec des enfants qui étaient venus du Japon, de Nouvelle-Zélande, de partout en Europe, mais aussi de Madagascar, d'Inde, etc. Enfin, quelque chose de complètement fou. Et je l'avais dit à l'époque, c'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Voilà. Et l'homme qui avait eu l'idée de cette compétition tout à fait étonnante et dont on espère qu'elle aura sa deuxième version lors de la Coupe du Monde 2027. L'idée étant de se rappeler que le rugby est d'abord un jeu qui est né dans une école et qu'il est aussi et avant tout fait pour les enfants et pas que de haut niveau. Mais cet homme-là, il s'appelait François Roche-Bayard et malheureusement, il nous a quittés ce matin. Donc, tous ses amis sont tristes, mais il a laissé une œuvre avec ça vraiment fantastique et c'était un être absolument solaire. Donc, voilà. François, je pense à toi et je t'embrasse. Et on pense à ça, à lui, à sa famille, en espérant qu'on voit un autre Rugby Heritage Cup. Et on espère de vous voir, nos chers écouteurs, la semaine prochaine pour parler de cette victoire de la France contre l'Afrique du Sud. On y va. Je vous dis un grand au revoir. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Salut, ciao tout le monde.